Depuis des milliers d'années, l'homme a créé et utilisé des outils l'aidant à calculer. Le plus ancien connu sous sans doute les os d'Ishingo. Au départ, la plupart des sociétés utilisent sans doute la main, d'où le système décimal, ainsi que d'autres parties du corps comme auxiliaires de calcul. Puis apparaissent les entailles dans du bois, les entassements de cailloux, de coquillages ou d'osselets. Il est intéressant de remarquer que le mot calcul provient du mot latin calculi, qui signifie caillou. Le premier exemple d'outil plus complexe est l'abac, qui connaît diverses formes, jusqu'au boulier toujours utilisé en Chine et en Russie. La machine denticitaire est de plus ancien calculateur analogique connu, daté de 87 ans avant Jésus-Christ. Ce mécanisme à engrenage de bronze synthétise l'ensemble de connaissances astronomiques accumulées par des savants grecs, permettant entre autres de prédire la date et l'heure des éclipses lunaires et solaires. Un autre calculateur analogique de la même période est un odomètre, décrit pour la première fois par le Romain Vitruve vers 25 années avant Jésus-Christ, un instrument de mesure permettant de connaître la distance parcourue par un véhicule. Les algorithmes les plus anciens sont attestés par des tables datant de l'époque d'Hammurabi, environ 1750 avant Jésus-Christ. Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi passe pour être le père de la théorie des algorithmes, ainsi que de l'algèbre, de l'arabe al-jabr, signifiant compensation. Vers 1617, Jean Napier invente une sorte d'abac perfectionné. Sa formulation des logarithmes démontre que la multiplication et la division peuvent se ramener à une série d'additions. Cela permet en 1625 à William Oughtred de développer la règle à calcul qui est utilisée par de nombreux ingénieurs jusqu'à l'apparition des calculatrices de poche. Ainsi, une grande partie des calculs nécessaires au programme Apollo ont été, dit-on, effectués avec des règles à calcul. Blaise Pascal est le premier à présenter une machine arithmétique à des témoins dignes de foi. Il est donc crédité de l'invention de la machine à calculer, la Pascaline en 1642. C'est la première machine qui peut effectuer les 4 opérations arithmétiques sans utiliser l'intelligence humaine. Mais les multiplications et divisions sont effectuées par répétition. En 1673, Gottfried Leibniz en perfectionne le principe pour la rendre capable d'effectuer des multiplications, des divisions et même des racines carrées, le tout par une série d'additions sous la dépendance d'un compteur. En 1725, Basile Bouchon, un Lyonnais, mit au point le premier système de programmation d'un métier à tisser grâce à un ruban perforé. En 1728, Jean-Baptiste Falcon, son assistant, remplace le ruban par une série de cartes perforées reliées entre elles. Jacques de Vaucanson reprend cette idée en remplaçant ruban et cartes perforées par un cylindre métallique. Et enfin, le célèbre Joseph-Marie Jacquard lit le tout dans son métier à tisser qui fut adopté dans le monde entier et qui démontrera qu'une machine pouvait être minutieuse, consistante et dépendante. En 1834, Charles Babbage, inspiré par le métier Jacquard, décrit sa machine analytique. C'est un calculateur mécanique programmable, fonctionnant à la vapeur, qui utilise des cartes perforées pour ses données et ses instructions. Bien que la théorie et le projet technique de Babbage aient été remarquablement pensés, bien qu'il en ait confié la réalisation à un atelier capable de produire des pièces mécaniques de la précision voulue, et bien qu'il ait été soutenu au début par l'Académie des sciences britanniques, Babbage finit par lasser son constructeur comme ses financeurs, par son arrogance et ses changements de plans successifs. La construction de cette machine analytique, pas plus que les précédentes, n'aboutit.
Ada Lovelace conçut une série de programmes, suite de cartes perforées, destinées à cette machine faisant figure rétrospectivement de première programmeuse du monde. En 1885, les calculateurs sont agrémentés de claviers qui facilitent l'entrée des données. Par la suite, l'électricité permet de motoriser les calculateurs mécaniques et de remplacer certains mécanismes comme les manivelles par de l'électronique. Fin du 19e siècle. Le recensement de la population des États-Unis en 1880 prit 7 ans à analyser. Un appel d'offres pour un système d'analyse plus rapide fut lancé avant le recensement de 1890. Des 3 offres soumises, c'est la solution d'Hermann Horowitz qui fut choisie car elle utilisait des cartes perforées, qui la rendait 2 fois plus rapide que les 2 autres qui utilisaient un système de cartes de couleur. Hermann Horowitz travailla pour le bureau de recensement de 1890 à 1894. Puis en 1896, il créa la Tabulating Machine Company, qui sera une des 3 compagnies dont la fusion est à l'origine d'IBM. Hermann Horowitz utilisa pour les statistiques le principe de la carte perforée, rendu populaire pour le métier à tisser de jacquard. Début du XXe siècle, Frederick Rosenball dépose le 31 juillet 1919 un brevet pour trieuse, enregistreuse, additionneuse combinée à carte perforée, qui donnera naissance à une gamme de matériel concurrente d'IBM. Le survol du XXe siècle permet d'avancer plusieurs raisons à l'essor fulgurant de l'informatique. Le progrès de la réflexion sur les fondements de la logique et des mathématiques. La volonté de fonder des mathématiques par la logique aboutit à un échec. La mobilisation de moyens militaro-industriels au moment de la Seconde Guerre mondiale dépasse l'ambition des programmes nationaux habituels d'aide au développement. Première génération d'ordinateurs 1936 à 1956. En 1936, la publication d'un article de logique mathématique On Computable Numbers with an Application to the Understanding Problem constitue avec d'autres recherches fondamentales menées notamment par Church et Godwell un cadre théorique qui intéressera plus tard les fondateurs de la science informatique, mais n'a guère d'influence sur la conception des premiers calculateurs programmables. La machine de Turing est une abstraction modélisant un être calculant pour démontrer une proposition de logique pure et n'a rien à voir avec un projet de machine. L'ère des ordinateurs modernes commença avec le grand développement de la Seconde Guerre mondiale. Les circuits électroniques, tubes à vide, condensateurs et relais remplacèrent leurs équivalents mécaniques et le calcul numérique remplaça le calcul analogique. Les ordinateurs conçus à cette époque forment la première génération d'ordinateurs. Vers 1954, les mémoires magnétiques, tord de frites pour la mémoire vive, bande, ensuite disques amovibles puis fixes pour la mémoire de masse, supplantèrent toute autre forme de stockage. De nombreuses machines électromécaniques furent construites avec des capacités diverses et ils n'eurent qu'un impact limité sur les constructions à venir. Les premiers ordinateurs. Début 1946, Prespe Eckert et John William Moseley achevèrent l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, qui est le premier ordinateur entièrement électronique construit pour être Turing complet. Il avait été commandé en 1942 par l'armée américaine afin d'effectuer des calculs de balistique. L'ENIAC utilisait des tubes à vide, en nombre de 17 468. Contrairement aux Z3 qui utilisaient des relais mécaniques. Néanmoins, il faisait ses calculs en système décimal. Il était très fiable pour l'époque, et pouvait calculer plusieurs heures entre 2 pannes. La machine est également célèbre pour les dimensions physiques imposantes, et pesait plus de 30 tonnes, occupait 7 mètres carrés, et consommait une puissance de 160 kW. Il tournait à 100 kHz, était composé de 20 calculateurs fonctionnant en parallèle et pouvait effectuer 100 000 additions ou 357 multiplications par seconde.
À partir de 1948 apparurent les premières machines à architecture de Von Neumann. Contrairement à toutes les machines précédentes, les programmes étaient stockés dans la même mémoire que des données et pouvaient ainsi être manipulés comme des données. La première machine utilisant cette architecture était le Small Scale Experimental Machine, SSEM, construit à l'université de Manchester. La même année, le SSEM fut suivi en 1949 par le Manchester Mark, qui inaugura un nouveau type de mémoire composée de tubes cathodiques. La machine était programmée avec le programme stocké en mémoire dans un tube cathodique et les résultats étaient lus sur un deuxième tube cathodique. Parallèlement, l'université de Cambridge développa l'EDSAC inspiré des plans de l'EDVAC, le successeur de l'ENIAC. Contrairement à l'ENIAC qui utilisait le calcul en parallèle, l'EDVAC et l'EDSAC possédaient une seule unité de calcul et étaient un type de mémoire différent du Manchester Mark I, constitué de lignes à retard de mercure. L'EDSAC tournait à une vitesse d'horloge de 0,5 MHz. On peut considérer que l'architecture de tous les ordinateurs actuels dérive de celle de Manchester Mark I, EDSAC et EDVAC. Ils sont dits de type Von Neumann. En 1950 naquit le premier ordinateur soviétique, le MESM, Small Electronic Calculating Machine, sous la direction de Sergei Alexeyevich Lebedev à l'Institut Électrotechnologie de Kiev. Il était composé de 6000 tubes à vide, consommait 25 kW et réalisait 3000 opérations par seconde. En février 1951, le premier modèle Ferranti Mark I, version commerciale du Manchester Mark I, et premier ordinateur commercial de l'histoire, est vendu. Il s'en vendra 9 jusqu'en 1957. 4 mois plus tard, P. Eckert et G. Moseley de Roman Rand commercialisent l'UNIVAC, l'Universal Atomic Computer. Contrairement aux machines précédentes, il ne lisait pas des cartes perforées, mais des cassettes métalliques. Il possédait 5200 tubes à vide, avait une mémoire à ligne à retard de mercure de 1000 mots de 77 et consommait 125 kW. Il exécutait 8333 additions ou 555 multiplications par seconde. 46 exemplaires furent vendus au total à plus de 1 million de dollars d'unité. En avril 1952, IBM produit son premier ordinateur, l'IBM 701, pour la défense américaine. L'IBM 701 utilisait une mémoire à tube cathodique de 2048 mots de 63 bits. Il effectuait 16 000 additions ou 2200 multiplications par seconde. 9 machines seront installées au total. La même année, IBM est contacté pour mettre en chantier la production des ordinateurs du réseau Sage. Une cinquantaine de machines portant le nom ANF SK7 sera produite. Chaque machine composait 75 000 tubes, pesait 275 tonnes et consommait 750 kW. En juillet 1953, IBM lance l'IBM 650, ordinateur scientifique comme tous ceux des séries 600. Son successeur sera le 1620, réalisé à partir de tubes à vide. L'IBM 650 avait une mémoire à tambour de 2000 mots de 10 digits, mais il était relativement lent. Il se présentait en 2 modules de 2,5 mètres cubes. En 1954, la société électronique et d'automatisme livre son premier ordinateur CAB 1011 au service français du chiffre. D'autres suivront Cuba pour le laboratoire central de l'armement, CAB 2000 et 3000. En avril 1955, l'IBM lance l'IBM 704, premier ordinateur commercial capable aussi de calculer sur des nombres à virgule flottante. L'architecture du 704 a été significativement améliorée par rapport au 701. Il utilisait une mémoire à tort de 32 768 mots de 36 bits, bien plus fiable et plus rapide que les tubes cathodiques et les autres systèmes utilisés jusqu'alors. D'après IBM, le 704 pouvait exécuter 40 000 instructions par seconde. 123 machines seront vendues jusqu'en 1960. Voyons maintenant du côté du deuxième génération 1956 à 1963. La deuxième génération d'ordinateurs est basée sur l'invention du transistor en 1947,
Cela permit de remplacer le fragile et encombrant tube électronique par un composant plus petit et fiable. Les ordinateurs composés de transistors sont considérés comme la deuxième génération et ont dominé l'informatique dans la fin des années 1950 et le début des années 1960. En 1955, Maurice Wills inventa la programmation désormais universellement utilisée dans la conception des processeurs. Le jeu d'instruction du processeur est défini par ce type de programmation. Et ainsi en 1956, IBM sortit le premier système de base de disque dur, le RAMAC 305, Random Access Method of Accounting and Control. L'IBM 350 utilisait 50 disques de 24 pouces en métal avec 100 pistes par face. Il pouvait enregistrer 5 mégaoctets de données et coûter $10 000 par mégaoctet. Le premier langage de programmation universel de haut niveau à être implanté, le Fortran, Formula Transistor, fut aussi développé par IBM à cette période. En 1958, la compagnie des machines Bull France annonce le Gamma 60, livré en une quinzaine d'exemplaires à partir de 1960. Premier ordinateur multitâche dans le monde et l'un des premiers à comporter plusieurs processeurs, voire multiprocesseurs. Cet ordinateur transistoré présente cependant de graves défauts de conception, comme la plupart des ordinateurs de son temps. Il compte diverses unités d'entrée et de sortie, bande magnétique, lecteur de cartes, perforateur de cartes, imprimante, lecteur de bande papier, perforateur de bande papier. En 1959, IBM lança IBM 1401, commercial qui utilisait des cartes perforées. Il fut le premier ordinateur vendu à plus de 10 000 exemplaires. Il utilisait une mémoire magnétique de 4000 caractères, étendue plus tard à 16 000 caractères. En 1960, IBM lança l'IBM 1620, scientifique. Il écrivait à l'origine sur des rubans perforés, mais évolua rapidement pour utiliser des lecteurs de cartes perforées comme le 1442. 2000 unités furent vendues. Il utilisait une mémoire magnétique de 60 000 caractères décimaux. Un exemplaire opérationnel fut longtemps présent au Palais de la Découverte. La même année, Digital Equipment Corporation, DEC, lança le PDP-1, Programmed Data Processor. Le PDP-1 était le premier ordinateur interactif et a lancé le concept de mini-ordinateur. Il avait une vitesse d'horloge de 0,2 MHz et pouvait stocker 4096 mots de 18 bits. Il effectuait 100 000 opérations par seconde, vendu pour seulement $120 000 environ. Elle était l'un des premiers ordinateurs accessibles sur le simple budget d'un gros service sans remonter à la direction générale. En 1960, la société électronique et automatisme SEA commercialise la CAB 500, véritable ordinateur personnel. Ses caractéristiques, interactivité, souplesse d'emploi, compacité et faible prix la différencient des mainframes de l'époque. Le travail de l'utilisateur était facilité par le langage de programmation automatique des formules, le PAF, qui traduit les fonctions explicites en langage machine. Plus d'une centaine d'exemplaires sont commercialisés, notamment dans les universités et les écoles d'ingénieurs, et contribuent à former la première génération d'informaticiens français. Au Maroc, le lendemain de son indépendance, l'école Mohamedia d'ingénieurs EMI, aujourd'hui fleuron de l'enseignement supérieur scientifique marocain, reçut le premier calculateur informatique du pays et sans doute l'un des premiers d'Afrique. La troisième génération d'ordinateurs est celle des ordinateurs à circuit intégré. C'est à cette date que l'utilisation de l'informatique a explosé. Le circuit intégré a été inventé par Jacques St. Claire Kilby en 1958, mais les ordinateurs l'utilisant ne sont apparus qu'en 1963. L'un de leurs premiers usages a été dans les systèmes embarqués, notamment par la NASA, dans l'ordinateur de guidage d'Apollo et par les militaires dans le missile balistique intercontinental LGM-30. Le circuit intégré autorisa aussi le développement d'ordinateurs plus compacts que l'on appela les mini-ordinateurs. En 1964, IBM annonça la série 360, première gamme d'ordinateurs compatibles entre eux et première gamme aussi à combiner par conception le commercial et le scientifique. Plus de 14 000 ordinateurs IBM 360
furent vendus jusqu'en 1970, date où l'on remplacera par la série 370, beaucoup moins chère à puissance égale. La même année, DEC lance le PDP-8, machine bien moins encombrante destinée au laboratoire et à la recherche. Elle avait une mémoire de 4096 mots 12 bits et tournait à 1 MHz. Il pouvait effectuer 100 000 opérations par seconde. Le PDP-8 se taillera rapidement une place de choix dans les laboratoires, aidé par son langage focal facile à maîtriser. En 1966, Hewlett-Packard entre dans le domaine des mini-ordinateurs universels avec son HP 2116 fonctionnant avec une mémoire de 16 bits à tort. Celui-ci supportait de nombreux langages dont l'Algol et le Fortran, comme l'écran et le BASIC qui sera adjoint plus tard. En 1977, le gouvernement français lance le plan calcul destiné à assurer l'indépendance du pays en matière de gros ordinateurs. En 1969, Data General vendit un total de 50 000 ordinateurs Nova à 8 000 $ l'unité. Le Nova était l'un de ses premiers mini-ordinateurs 16 bits. La version Supernova qui succédera en 1971 effectuait une multiplication en une seconde, performance spectaculaire à l'époque. Le processeur principal était contenu sur un circuit imprimé de 15 pouces, dans le même temps grâce à une politique de mise en commun gratuite de logiciels particulièrement novatrice, et vit aujourd'hui comme l'ancêtre de l'open source. L'IBM 1130 se taillera la part du lion dans les écoles d'ingénieurs du monde entier. À noter que Philips, marque hollandaise bien connue du produit grand public, lança une série d'ordinateurs de type 360 pour concurrencer IBM. Il était plus rapide et largement aussi fiable. Mais comme il utilisait un système d'exploitation spécifique, il disparut rapidement du marché. Siemens et Digital Equipment tentèrent également de supplanter IBM sur un créneau de 360, mais sans grand succès. Seul Control Data est créé pour rivaliser avec les hautes gammes dans les années 1970-80. Mini-ordinateur à partir de 1973. Le mini-ordinateur a été une innovation des années 1970 qui devint significative vers la fin de celle-ci. Elle apportera la puissance de l'ordinateur à des structures décentralisées, non seulement grâce à un encombrement plus commode, mais également en élargissant le nombre de constructeurs d'ordinateurs. En 1973, Hewlett-Packard lance le HP 3000, mini-ordinateur de gestion fonctionnant en multitâche temps réel et multi-utilisateur. L'intégration de circuits intégrés à grande échelle conduisit au développement de processeurs très petits, comme celui qui analyse les données de vol dans les avions F-14 à Tomcat de l'US Navy. En 1973, le TV Typewriter de Don Lancaster permit le premier d'afficher des informations alphanumériques sur une télévision ordinaire. Il était composé de 120 $ de composants électroniques, incluait 2 cartes mémoire et pouvait générer et stocker 512 caractères cassettes optionnelles, fournissait une capacité de 100 pages de texte supplémentaires. Clive Sinclair se basera plus tard sur cette approche pour construire son Sinclair ZX80. Dans les années 1970, l'IBM a sorti une série de mini-ordinateurs, la série 3, ensuite dans les années 1980, la série 30. Une troisième série a succédé à la série 30, les AS400. Dans les années 1980, DEC devint le deuxième fabricant d'ordinateurs derrière IBM, avec un chiffre d'affaires représentant le 5e de celui-ci. Grâce à ces ordinateurs populaires, PDP, surtout le PDP-11, première machine de DEC à utiliser des mémoires de 16 bits et non de 12. Et machine sur laquelle et pour laquelle fut développé le langage C, qui apportera le confort du système VMS, Virtual Memory System. Quatrième génération.
de 1971 à la fin des années 1980. Une définition non universellement acceptée associe le terme de quatrième génération à l'invention du microprocesseur par Marcian Hoff. En pratique, à la différence des autres changements de génération, celui-ci constitua plus une évolution qu'une révolution. Les circuits s'étaient miniaturisés de plus en plus depuis l'invention du circuit intégré. Ils continuaient simplement à le faire comme par le passé. C'est pour cette raison que certains considèrent que les générations sont devenues des questions de type de logiciel. Première génération, codage machine direct en binaire. La deuxième génération, langage assembleur. Troisième génération, langage évolué, par exemple Fortran, COBOL, Samuela, APL, etc. Quatrième génération, langage évolué de deuxième génération comme Pascal et C++. Apparition des langages objets et langages d'interrogation de très haut niveau comme le SQL, Structured Query Language. Un projet de cinquième génération japonaise avait été lancé par le MIT des années 1980. Il devait être articulé sur les moteurs d'inférence et le langage Prolog, mais en dépit de budget important, le projet n'aboutit pas. On peut aussi considérer que la notion de génération est un concept marketing lancé en 1964 par IBM, n'a aucun intérêt historique. L'ordinateur personnel en janvier 1973 est présenté le premier micro-ordinateur, le Micral conçu par François Gurnel, de la société R2E dirigée par André Truong Trong Thi, basé sur le premier processeur 8 bits d'Intel, le i8008. Ses performances en font le plus petit ordinateur moderne de l'époque. 500 kHz, mémoire RAM de 8 kilo-octets en version de base, correspondant à son prix 8500 francs, soit le prix d'un bon portable d'aujourd'hui. De nouvelles versions seront développées ensuite, au total une vingtaine de machines multi-utilisateurs, parfois multiprocesseurs, sous système d'exploitation temps réel, Prolog, SCP sur M. Le succès nécessitant de nouveaux capitaux, R2E passe sous le contrôle de Bull à partir de 1978. Au SICOB 1973 est également apparu un micro-ordinateur allemand, le Dell Alphatronic. Utilise lui aussi le microprocesseur Intel 8008. Il comprend une unité centrale équipée d'un Intel 8008, un lecteur enregistreur de mini-cassettes magnétiques et d'une imprimante à boules d'IBM. Il ne comprenait pas d'écran. La programmation en mini basique était visualisée sur une mini-imprimante bande papier en rouleau. Prix de vente de l'ensemble 4573 €. Présenté en avril 1974, le processeur Intel 8080 va conduire à la première vague d'ordinateurs personnels. À la fin des années 1970, la plupart d'entre eux utilisaient le bus S100 et le système d'exploitation CPM80 de Digital Research. CPM80 était le premier système d'exploitation à être utilisé par plusieurs fabricants d'ordinateurs différents et de nombreux logiciels furent développés pour lui. Le système MS-DOS de Microsoft, acheté par Microsoft à Tim Patterson de la société Seattle Computer Products, s'en inspira fortement en inversant l'ordre de certaines opérandes pour ne pas encourir de procès. En janvier 1975 sort l'Altair 8800, développé par des amateurs frustrés par la faible puissance et le peu de flexibilité de quelques ordinateurs en kit existant sur le marché à l'époque. Ce fut certainement le premier ordinateur personnel en kit produit en masse. Il était le premier ordinateur à utiliser un processeur Intel 8080. L'Altair inaugura le bus S100, ce fut un énorme succès et 10 000 unités furent vendues. C'est l'Altair qui inspira le développement du logiciel à Bill Gates et Paul Allen, qui développera un interpréteur basique pour cette machine. En 1975 sortira l'IBM 5100, machine totalement intégrée avec son clavier et son écran, qui se contente d'une prise de courant pour fonctionner.
Toujours en 1975, le fabricant de terminaux programmables TRW se rend compte que son terminal DataPoint 2200 à disquette est un ordinateur, si on l'équipe d'un langage évolué basique et d'un système d'exploitation CP/M, et commence à le commercialiser. En inventant le premier réseau local pour micro ArcNet, ce système commercialisé en France par Matra ne sera cependant jamais proposé au grand public. De nombreux amateurs tentent à cette époque de créer leur propre système. Ces passionnés se rencontrent lors des réunions au Hambro Computer Club où ils se montrent leurs réalisations comparant leurs systèmes et échangent des plans ou des logiciels. En 1976, Steve Wozniak, qui fréquentait régulièrement le Hambro Computer Club, conçoit l'Apple I doté d'un processeur MOS Technology 6502 à 1 MHz. Ils vont avec Steve Jobs environ 200 machines à 666 $ l'unité. Il est doté de microprocesseurs et d'un clavier. En 1977 sort l'Apple II. Malgré son prix élevé environ 1000 $, il prend rapidement l'avantage sur les deux autres machines lancées la même année, le TRS-80 et le Commodore PET, pour devenir le symbole du phénomène de l'ordinateur personnel d'une très grande qualité. L'Apple II a de gros avantages techniques sur ses concurrents. Il dispose d'une architecture ouverte, d'un lecteur de disquettes et utilise des graphismes en couleur. Grâce à l'Apple II, Apple domine l'industrie de l'ordinateur personnel entre 1977 et 1983. Plus de 2 millions d'Apple II sont vendus. En 1978, devant le succès d'Apple II, IBM décide de renouer avec le marché de l'ordinateur personnel. Frank Gehry confie une équipe, un budget et donne carte blanche à Don et Stitch. En 1981 sort l'IBM PC, Personal Computer. Il utilise un processeur Intel 8088 tournant à 4,77 MHz et peut faire tourner 3 systèmes d'exploitation différents, PC-DOS, CP/M86 et PCX. Microsoft s'est réservé contre réduction de la facture à IBM, le droit de commercialiser sa propre version du PC-DOS pour d'autres ordinateurs de marque non IBM et qui sera nommé le MS-DOS. Cela se révélera une erreur monumentale pour IBM. L'ordinateur le plus vendu de tous les temps est sans doute le Commodore 64, dévoilé par Commodore International en 1982. Il utilise le processeur MOS Technology 6510 à 1 MHz et coûte 595 $. Il avait un écran de 16 couleurs et possédait une carte son. Entre 17 et 25 millions d'unités sont vendues jusqu'en 1983. Après le 64, Commodore sortit l'Amiga. Ses possibilités exceptionnelles en matière de graphisme et la rapidité de son processeur permettaient de programmer des jeux, en particulier en utilisant un langage, le Amos. À cette époque apparurent le premier clone compatible comme le Franklin 1000 compatible avec l'Apple II, ou le premier PC compatible lancé par Compaq en mars 1983. Cette concurrence sur le marché des ordinateurs personnels permet de faire baisser le prix et de rendre ces machines populaires. En 1982, Intel lança le 80286 et IBM le PCAT basé dessus. C'est à cette époque que le PC devint l'architecture dominante sur le marché des ordinateurs personnels. Seul le Macintosh d'Apple continua à défier l'IBM PC et ses clones, qui devinrent rapidement le standard. Atari ST connaît un grand succès dans le monde musical en raison de la présence d'une interface MIDI. En 1983, Apple lance le Lisa, le premier ordinateur personnel doté d'une interface graphique. Le Lisa utilisait un processeur Motorola 68000, un disque dur de 5 mégaoctets, 2 lecteurs de disquettes et 1 mégaoctet de RAM. Son interface graphique s'inspirait de celle de Xerox Star. Malgré son caractère révolutionnaire pour l'époque, ce fut un échec commercial principalement à cause de son prix élevé, 10 000 $, et de sa relative lenteur. Le 22 janvier 1984, Apple lance le Macintosh, le premier micro-ordinateur à succès utilisant une souris et une interface graphique. Il reprenait plusieurs caractéristiques du Lisa, comme le processeur Motorola 68000, mais pour un prix bien plus adorable, 2500 $. Grâce à l'abandon de quelques fonctionnalités du Lisa comme le multitâche, il était fourni avec plusieurs applications utilisant la souris,
comme MacPaint et MacWrite. Malgré ces nombreuses innovations dans le domaine, Apple perdit peu à peu des parts de marché pour se stabiliser à environ 4% des ventes d'ordinateurs dans les années 2000. Et ce malgré le succès de l'iMac, premier ordinateur conçu par des designers qui s'écoula à plus de 6 millions d'exemplaires, en faisant le modèle d'ordinateur personnel le plus vendu au monde. Parallèlement, le PC compatible s'imposa de plus en plus au grand public avec des assembleurs tels que Dell Compaq, NEC ou bien la société Accent, installée depuis 2000 dans la zone industrielle de Mohamedia. Karim Mazouzi a créé le premier ordinateur 100% marocain, une affaire qui marche bien car sa société Accent emploie aujourd'hui une centaine de salariés et est construit une deuxième usine.